quoi vais-je parler? Alors, on m'a demandé de parler d'un modèle en proba, mais je ne vais pas faire quelque chose de très généraliste. Je vais plutôt essayer de me concentrer sur des cas très précis qui, si possible, ont des cas d'application pour des exercices pour des lycéens. Donc, je vais donner des exemples, pas mal d'exemples d'exercices qui pourraient être faits par des lycéens. Parfois, je dépasse un petit peu, j'avoue, au niveau théorique, pour que ce soit plus intéressant parfois. Mais sachez que si jamais vous n'avez pas le temps de prendre des notes sur les exercices que je propose et les exemples que je propose, parce que j'irai peut-être un peu vite parfois, je ne rentrerai pas dans le détail du calcul, j'ai imprimé une sorte de poly, en fait, qui résume tout ce que je vais dire. Même plus, parce qu'en fait, je ne vais pas avoir le temps de faire les 133. Alors je tiens à vous rassurer en disant que beaucoup de ces diapos sont des dessins, avec un dessin évolutif, vous savez, où je fais d'abord un truc, ensuite il y a des trucs qui apparaissent. Donc parfois un même dessin compte pour 5 voire 10 diapos. Donc rassurez-vous, je ne ferai pas 133, mais je m'attends de toute façon à ne pas finir ce que je vais dire. Donc en gros, malheureusement je risque de ne pas avoir le temps de parler de la troisième partie, qui est vraiment la partie où je parlais de qu'est-ce que la modélisation en proba. Mais en gros, je vais en parler rapidement ici en disant ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on étudie un modèle en proba, en fait, on ne va pas étudier un modèle, on va étudier une famille de modèles pour une même expérience aléatoire, et on va essayer de voir celle qui correspond le mieux à l'expérience. D'accord? Donc, quand jamais vous avez un modèle où vous avez une expérience aléatoire qui peut être modélisée de plusieurs manières, il ne faut pas forcément le voir comme une situation paradoxale, il faut plutôt le voir comme une situation où finalement une même issue aléatoire pourrait être causée par plusieurs manières, plusieurs modélisations. Donc finalement, la question qu'on va se poser, c'est plus quel est le modèle qui correspond à notre réalité en fonction de l'observation qu'on en a. Alors, moi je vais parler de paradoxe, mais paradoxe surtout pour des exercices de type lycéen. Donc je vais essayer de définir 2 types de paradoxes principaux. Alors en fait, moi j'aime pas trop le mot paradoxe parce que on utilise le mot paradoxe en général pour parler de résultats contre-intuitifs, comme par exemple l'exercice classique du paradoxe des anniversaires. Mais le paradoxe des anniversaires n'est pas un paradoxe au sens où vous n'avez pas une situation où vous avez 2 résultats vrais mais qui pourtant se contredisent. Moi, j'entendrais le mot paradoxe au sens, j'ai 2 résultats qui semblent vrais, mais qui pourtant se contredisent. Ça va? Vous êtes d'accord avec cette définition du paradoxe? Donc, finalement, je vais énoncer plusieurs situations, et à chaque fois, je vais essayer de donner plusieurs approches qui se contredisent, et on va essayer ensemble de comprendre laquelle est la bonne, ou est-ce qu'il y en a une bonne, ou est-ce que finalement tout le monde a tort, ou tout le monde a raison. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ne pas hésiter à participer, c'est-à-dire qu'en gros, je vais poser des questions et parfois je vais dire « Qu'en pensez-vous ?» Et là, vous dites « Ah, je suis pas d'accord » ou « Ah, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a tort ». Et donc, c'est pas mal si jamais vous avez un avis à donner. Après, si jamais personne n'a envie de parler, je comprends tout à fait. Et dans ce cas, je passerai et je jouerai le rôle de celui qui... voilà, je ferai le dialogue moi-même. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre avant de commencer? Non, c'est tout, je crois. Voilà. Allez, on commence par ce qu'on appelle en statistique le biais par la taille. C'est-à-dire que je vais ranger, on va dire, ensemble une famille d'erreurs fréquentes dans des exercices de proba, où en gros, on va avoir tendance à négliger un phénomène parce qu'on ne se rend pas compte de la place, de la véritable importance qu'il prend dans la manière que j'ai eu de considérer les choses. Voilà. C'est très imprécis ce que je dis comme définition, donc pour mieux comprendre, je vais essayer de donner des exemples. Et c'est avec les exemples qu'on va essayer de mieux se rendre compte de quel type de phénomène on va rencontrer. Alors, les biais ou les paradoxes qu'on va rencontrer sur toutes ces notions de proportion, donc je vais classer ça comme proportion, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais je vais donner un modèle, où on va dire une expérience aléatoire, et on va essayer de voir différentes questions que l'on se pose, et voir les erreurs typiques qu'un élève de terminale ou autre pourrait se poser. Donc voici le premier problème, c'est on considère un village, alors en fait avec une très grande population à chaque fois, donc en fait c'est pas vraiment un village, mais on se fait une expérience, d'accord? Donc on a un village où toutes les familles ont au moins un enfant, où on considère qu'on néglige toute personne qui n'a pas d'enfant, pour l'expérience.
Et on va supposer que la moitié des familles ont un enfant et l'autre moitié des familles a 2 enfants exactement. Ça va? Donc la question qui est posée à un élève, ce serait de dire, tiens, on croise un enfant dans ce village, quelle est la probabilité que cet enfant soit unique? Alors l'élève, s'il est bon ou pas, il va dire, première approche, cet enfant a une chance sur 2 d'appartenir à un foyer qui vient d'une famille mono-enfant, et une chance sur 2 d'appartenir à une famille à 2 enfants, parce qu'il y a moitié famille, hein, vous avez compris son raisonnement. D'accord? Oui. Là, vous allez dire, ouais, voilà, un élève qui se trompe. Donc il dit un demi. Mais vous dites, ou un autre élève lève la main en disant, je suis pas d'accord. Pour moi, on va modéliser ça en disant, il y a 2 n-familles, n étant un nombre. Parmi elles, il y en a n qui ont un enfant et n qui ont 2 enfants, donc finalement, j'ai 3 n enfants. Et donc, si je regarde la probabilité à un enfant pris au hasard, ben, il a n chances sur 3n d'appartenir à une famille qui a un enfant unique. Vous êtes d'accord? Donc ce problème très simple permet d'illustrer ce problème de biais par la taille, c'est-à-dire que l'on néglige l'importance de quelqu'un ou de quelque chose, ou qu'on sous-estime un phénomène par rapport à on ne prend pas en compte sa véritable taille. Vous comprenez? Ça va? Alors, qui a raison? Ah, mais j'ai déjà dit la réponse, pardon. Mais je pense que je vous aurais fait l'insulte de vous dire qui a raison, n'est-ce pas? La première approche sous-estime, on a compris. Plus généralement, on parlera de biais par la taille lorsqu'on sous-estime, surestime un phénomène, vous avez compris. Cependant, il y a quelqu'un qui se lève en disant « je ne suis pas d'accord ». Parce que moi, quand je rencontre un enfant au hasard, ben, un enfant se déplace rarement tout seul dans la rue. Si je croise un enfant au hasard, je vais plutôt croiser une famille au hasard. Et donc, si je croise une famille au hasard, effectivement, j'ai une chance sur 2 que ce soit une famille mono-enfantale ou une famille bi-enfantale. Vous êtes d'accord? Donc finalement, la première approche viendrait plus d'une modélisation où vous avez croisé cet enfant parce que vous avez croisé une famille. L'autre approche pourrait être, vous avez croisé un enfant parce que vous supposez que dans ce village, les enfants sont laissés à eux-mêmes et courent dans tous les sens, et que vous en croisez un en disant, toi, arrête-toi, qui es-tu, d'où viens-tu? Et là, la probabilité est effectivement 1/3, 2/3. Mais vous comprenez que ce premier exemple très simple permet de mettre en évidence que finalement, ça peut être juste un problème de modélisation. C'est-à-dire, finalement, vous pouvez répéter un grand nombre de fois l'expérience. Si vous tombez sur un nid, vous allez dire « Ah, ça veut dire que finalement, on a croisé une famille au hasard. » Et si vous répétez l'expérience un grand nombre de fois et vous trouvez plutôt 1/3, vous allez dire « Ah, donc je suppose que là, c'est plutôt un enfant seul que j'ai croisé, par exemple à l'école, parce que je suis allé comme ça, dans une salle de classe, et j'en ai désigné un au hasard en disant « Toi, lève-toi », et voilà. Vous comprenez? Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est assez simple à faire, et ça permet de réfléchir sur l'importance de comment on a modélisé les choses, et aussi à réfléchir sur la notion de biais par la taille. Toute une question de modélisation. Alors, on va rester dans ce village, sauf qu'on va imposer une condition supplémentaire rigolote, c'est que toutes les familles ont un enfant, au moins un enfant, pardon, comme d'habitude, sauf qu'en fait, vous avez la moitié qui ont un seul enfant qui est un garçon, et l'autre moitié, le premier enfant fut une fille, et le deuxième, on s'en fiche. Alors, il faut imaginer qu'il y a une politique de natalité qui est que, finalement, tout le monde cherche à avoir au moins un garçon, mais ils n'ont droit qu'à 2 chances. Ça va? Donc, en gros, vous allez avoir ce type de modélisation. Alors, je dis que c'est possible. Voilà, parce que si j'avais dit 1/3 des familles a un seul garçon, 2/3 des familles, ça n'aurait pas été possible d'un point de vue loi de natalité, vous comprenez? Donc cet exemple n'est pas tiré par les cheveux, c'est possible. Même s'il ne faut pas, il faut le condamner. D'accord? Je suis pas en train de dire il faut avoir un garçon. D'accord? La question qui est posée ici, c'est quelle est la proportion moyenne de garçons? Vous allez dire, vu qu'on n'affecte pas le taux de garçons dans la population, techniquement, vu qu'on a a priori tué personne, ou qu'on a a priori pas fait de choses, voilà. On suppose que toutes les naissances c'est toujours 50-50, donc la proportion de garçons s'attend à ce qu'elle soit à 1/2. Alors on va faire le calcul. L'élève dit, c'est toujours l'élève qui a tort, l'élève dit, 50% des foyers ont un garçon, donc la proportion c'est 100%. Vous en avez 25% qui ont une proportion à 50%, et vous en avez un quart qui ont 2 filles, donc 0%. Donc si vous faites l'espérance, si vous faites la moyenne pondérée de ces proportions, vous tombez plutôt sur 62,5%.
ce qui est a priori plus grand strictement que 50. Et là, vous dites, paradoxe. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que finalement, notre politique de natalité avantageait les garçons. Parce que finalement, regardez, la proportion moyenne, elle est plus grande. Alors bien sûr, l'élève, vous dites, tu dis n'importe quoi, tu confonds proportion moyenne et proportion réelle. Alors, si vous n'êtes pas convaincu de ça, on peut prendre un exemple très simple en disant, supposez que vous ayez 2 troupeaux de moutons. Hein. Il y a un troupeau qui contient 1000 moutons blancs et il y a un troupeau qui contient un mouton noir. Si vous faites le raisonnement que je viens de tenir en disant quelle est la proportion moyenne de moutons noirs dans la population, vous allez dire il y a un troupeau, il y en a 100%, et un troupeau, il y en a 0%. Donc ça fait 50%. Alors que bien sûr, dans mon cas, justement, en négligeant la taille du troupeau, je n'ai pas donné sa véritable importance, d'accord, dans la proportion. Donc la proportion moyenne n'est pas la proportion réelle. Si je veux calculer la proportion réelle, ce que je vais dire, c'est ceux qui n'ont qu'un seul garçon, qui représentent 50% des foyers, ils pèsent véritablement comme un tiers des enfants. Les 25% qui ont un garçon et une fille pèsent aussi pour un tiers des enfants, parce qu'ils sont moitié moins nombreux, mais ils ont le double d'enfants. Moitié plus d'enfants, non, ça se dit pas. Le troisième pèse aussi pour un tiers, donc si je regarde la proportion exacte de garçons, elle sera plutôt du type 100% fois un tiers, 50% fois un tiers, 0% fois un tiers, et je retombe bien sur 50%, il n'y a pas de paradoxe, on n'a pas avantagé les garçons sur cette politique de natalité. Est-ce que vous êtes d'accord? Au pire, si vous n'avez pas suivi tout, c'est fait dans le poli très bien. Pour aller plus loin, encore, bon, on va essayer. Cette fois-ci, on suppose qu'on veut à tout prix un garçon, même si on condamne ce type de comportement, et on laisse les familles avoir autant d'enfants qu'elles veulent. Donc, voici un petit exercice qui utilise la notion de loi géométrique et de loi faite des grands nombres et de statistique. J'espère que ça enfin, je ne sais pas si du coup c'est applicable vraiment pour des lycéens, mais c'est pour nous, pour rigoler, on peut le faire ensemble. On suppose que vous faites un enfant tant que vous n'avez pas de garçon. Donc, finalement, votre nombre d'enfants va suivre une loi géométrique de partir 1/2. D'accord? Et vous allez considérer n familles dans ce village, et on note x1, xn, le nombre d'enfants de ces familles, et on va se dire, bah tiens, si vous faites cette politique de natalité, est-ce que ça avantage les garçons ou les filles? C'est-à-dire que vous faites, tant que vous n'avez pas de garçons, vous continuez à faire des filles. Donc on peut s'attendre, d'un certain point de vue, qu'il y ait vraiment trop de filles. Parce qu'il n'y a qu'un garçon par famille. Hein? Alors c'est marrant, parce que quand je pose la question aux élèves, à mes élèves, il y a un débat en général assez en disant non, c'est les filles, et l'autre dit ah, tu peux pas dire ça, c'est les garçons qui sont avantagés, ils ont tous des arguments, jusqu'à ce qu'un élève dise, et c'est vrai, il m'a dit ça un jour, et je l'ai retenu toute ma vie, il m'a dit mais monsieur, la probabilité de faire un garçon ou une fille, ça reste un nid, quelle que soit la règle. Donc la proportion sera toujours 50-50. Et effectivement, si on fait le calcul, alors les x6 c'est une loi géométrique, donc si vous regardez la proportion de garçons, vous allez dire il y a autant de garçons que de familles, parce que chaque famille a un garçon, donc n. Et combien il y a d'enfants en tout? C'est la somme des xk, parce que xk c'est le nombre d'enfants par famille. Donc vous vous retrouvez avec l'inverse de la moyenne empirique, et donc par loi faite des grands nombres va converger, ou va être une approximation de l'espérance, enfin l'inverse de l'espérance. Donc on retrouve sur un demi. Alors là, on se dit, voilà, on retrouve cette idée que oui, ça n'avantage ni les garçons ni les filles, hein, c'est toujours 50-50. Si je regarde la proportion moyenne, alors là, c'est rigolo, parce que finalement, je m'aperçois que la proportion pour une famille donnée, c'est 1 sur xi, parce qu'un garçon, xi enfants. Donc si je regarde la proportion moyenne, c'est que je fais la moyenne empirique des inverses. Donc finalement, la différence que vous allez faire entre proportion moyenne et proportion réelle, c'est est-ce que vous regardez l'inverse de l'espérance ou est-ce que vous regardez l'espérance de l'inverse? C'est pas la même chose, parce que l'espérance, c'est linéaire, certes, mais ça ne conserve pas les autres fonctions en général. Log de 2. Donc en fait, notre 62,5, c'était une valeur approchée si on avait tronqué notre géométrique de plus en plus loin, on autorisait par exemple 10 enfants. On aurait une proportion qui s'approche de 69% qui correspond à log de 2. On est ravis de le savoir. Voilà. Ne pas confondre l'inverse de l'espérance et l'espérance de l'inverse. N'est-ce pas? Voici la morale de l'histoire. Allez, on va trop loin maintenant.
Parce que cet enfant-là, cet élève qui m'a dit « Monsieur, ce sera toujours 50-50 », il m'a perturbé, parce que moi, je pensais faire un exo, c'est vachement sympa, et il l'a trivialisé en disant bah, « C'est toujours 50-50, quelle que soit la loi de natalité. Okay ». Alors j'ai dit « Mais je vais trouver une politique de natalité qui avantagera les garçons, coûte que coûte ». Et voilà ce que j'ai trouvé. Un paradoxe, peut-être. Alors on suppose qu'on a un village donné, toujours le même, avec un grand nombre de populations. Et on suppose que vous forcez les gens à faire des enfants tant que le nombre de garçons n'est pas strictement supérieur au nombre de filles. Donc tant qu'ils ont autant de filles que de garçons, ou moins de filles que de garçons, moins de garçons que de filles, on les force à continuer à faire des enfants. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, il va y avoir des cas où, parce que sûrement, votre famille, elle a une infinité d'enfants. Et là je dis non, pas du tout, parce que si vous y connaissez un peu en marche aléatoire, vous savez qu'une marche aléatoire 1,5, là, elle va infiniment souvent retourner en origine, et on peut montrer assez facilement en fait qu'elle va infiniment souvent retourner à n'importe quelle valeur, notamment par exemple retourner à la valeur j'ai strictement plus de déplacement vers le haut que vers le bas, donc plus de garçons que de filles. Donc finalement cette politique de natalité est tout à fait raisonnable, c'est-à-dire que toute famille aura un nombre fini d'enfants. Mais alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette politique de natalité avantage les garçons? Parce que si vous y réfléchissez, toutes les familles auront toujours plus de garçons que de filles. Donc si je fais la somme de tout ça, je m'attends forcément à avoir plus de garçons que de filles. Et strictement. Et d'ailleurs, il y a, si j'ai N familles, je vais avoir forcément N garçons de plus que de filles. Et là on se dit, mais alors c'est possible de biaiser ce pourcentage? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment? Il y a un problème avec ça. Oui, je suis d'accord qu'il y a un problème déjà avec l'idée que quand on regarde les familles, c'est comme si on les regardait simultanément, elles auraient toutes déjà atteint leur temps d'arrêt, c'est-à-dire leur moment où elles arrêtent de faire ce qui peut paraître un peu bizarre. Mais si vous voulez une explication, je vais essayer de vous convaincre ainsi. Tchac, tchac, tchac. Je suppose que mes naissances, techniquement, j'ai un nombre dénombrable de familles. Restons, on va dire... ouais, restons raisonnables, voilà. Donc ça veut dire que finalement, je peux faire famille 1, famille 2, famille 3, famille 4, et je vais dire, je vais mettre successivement tous les enfants les uns à côté des autres. Donc en fait, c'est un peu comme si j'avais une suite de 0,1 qui ont été mutuellement indépendants, proba 1,5, voilà, une suite de 0,1 classique. Vous la voyez? Donc je vais regarder cette suite de 0,1 et je vais dire, je peux entourer mes familles. La première famille, elle correspond à 0, 1, 1, fille, garçon, garçon. C'est bon, j'ai plus de garçons, j'arrête. La deuxième famille, j'ai un garçon, c'est bon, j'arrête. Ensuite, tac, 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 famille 3, j'arrête parce que j'ai fini par avoir plus de garçons. Et famille 4, c'est bon. Famille 5, elle n'a pas encore fini, mais on sait qu'elle va finir. Donc, finalement, vous avez une suite de 0 et de 1 que vous avez regroupée par paquet en ayant cette politique de natalité qui est j'ai toujours plus de garçons que de filles. Et là, quelqu'un dit, mais alors je peux faire pareil. Maintenant, je vais entourer les zéros, dès que j'ai plus de 0 que de 1, je vais entourer. Donc j'aurai une autre famille qui correspondrait à j'ai eu plus de filles que de garçons. Vous êtes d'accord? Et je refais la même chose. Mais finalement, c'était la même suite de 0 et de 1. Dans un cas, j'ai mis en évidence, oh, il y a plus de 1. Alors que dans l'autre, j'ai mis en évidence, oh, regardez, il y a plus de 0. Vous comprenez en fait que le biais ou le problème qu'il y a dans cette manière de faire, c'est que quand vous arrivez dans le village donné, a priori, la plupart des familles n'auront pas encore atteint leur temps d'arrêt. C'est-à-dire que quand vous arrivez, a priori, la proportion de garçons et de filles restera toujours 50-50. C'est juste que quand je fais ces paquets-là, je m'arrête à des instants où il y avait effectivement plus de garçons. Mais je force ces instants. C'est-à-dire que moi, si j'arrive au village, j'arrive à un instant qui n'est pas forcément là où une famille est en train de se terminer. Et si j'arrive à un instant aléatoire, je m'attends à avoir 50% de garçons et 50% de filles. Donc en gros, le paradoxe vient du fait que, en considérant mes familles, c'est comme si j'arrêtais ma marche aléatoire à chaque fois qu'elle était au-dessus de l'abscisse, de la barre des abscisses, et que je prétendais du coup, regardez, ma marche est toujours au-dessus. Alors qu'en fait, infiniment souvent, elle est passée partout. Donc infiniment souvent, il y a eu plus de filles que de garçons dans ce village, mais je m'arrête qu'à des moments où je dis, ah regardez, il y a plus de garçons que de filles. Donc en fait, il n'y a pas de paradoxe. Ici, si vous comprenez cette suite de 0 et de 1, on arrive à se dire, a priori, on s'attend à ce qu'il y ait en moyenne 50% de garçons, 50% de filles. Bon, je m'arrête là-dessus parce que ça, on ne va pas trop l'utiliser en essai, n'est-ce pas? C'est quand même rigolo, non? Finalement, je n'ai pas réussi à trouver cette politique de natalité parce que mon élève a raison, on ne peut pas.
50-50. Donc j'ai arrêté avec les paradoxes sur les familles et les proportions de garçons. Moi, je vous invite à regarder un autre paradoxe qui est un peu plus, on va dire, significatif du biais par la taille, qui est un peu plus connu, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du bus. Qu'on peut même faire un exercice avec des élèves qui ne sont pas trop mauvais, si on le discrétise et qu'on le rend un peu plus simple. Alors je ne sais pas si vous connaissez le paradoxe du bus, mais c'est en général le paradoxe qu'on donne quand on veut parler du biais par la taille. Alors vous avez des bus, un arrêt-bus, hein, vous avez une infinité de bus qui arrivent, et vous supposez que l'écart entre deux bus consécutifs va suivre une variable aléatoire dont l'espérance fait 30 minutes. C'est-à-dire qu'en gros, vous attendez à ce qu'en moyenne, un bus arrive toutes les 30 minutes. Vous arrivez au hasard, encore faut-il définir ce que ça veut dire, et on vous dit, en moyenne, vous attendez à attendre un bus au bout de combien de temps? C'est-à-dire que si vous arrivez au hasard, sachant qu'en moyenne c'est 30 minutes, vous attendez à attendre en fait 15 minutes. C'est ce que l'élève dirait. Et vous lui dites, non! En fait, vous allez attendre strictement plus que 15 minutes. Alors, en fait, s'il existe un cas où vous allez attendre 15 minutes exactement, c'est le cas déterministe où les bus sont à écu répartis. Là, on comprend bien que, oui, effectivement, je vais attendre en moyenne 15 minutes. Mais dans la pratique, bien sûr, les bus ne vont pas se répartir de manière écu répartie, donc on va essayer de comprendre sur un exemple. Voici une écu répartition de bus. Donc, vous avez vu, c'est très joli, les croix, c'est les moments où le bus arrive, et ça, c'est la droite du temps. Ça va? Vous arrivez uniformément. Alors, uniformément sur le tore, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez arriver uniformément quelque part. Enfin, je sais pas comment dire, parce que je peux pas faire une loi uniforme sur toute Terre, donc je vais faire une loi uniforme sur 0, 1,5, et après je vais lancer n'importe où dans cette distribution de bus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, pour donner du sens à cette j'arrive uniformément. Donc, par exemple, j'ai choisi 0, 5, 1, et j'arrive uniformément sur cet intervalle. Ça va? Alors, bon, là, vous dites, ok, en moyenne, j'arriverai avec 15 minutes. Par contre, si vous faites un découpage qui n'est pas écu-réparti, vous allez avoir tendance à dire, bah, finalement, même si en moyenne les intervalles sont de taille 30 minutes, les intervalles plus grands vont être plus probables. C'est-à-dire qu'il va être plus probable d'atterrir par hasard sur un intervalle grand. Parce que plus l'intervalle est petit, et moins il est probable. Et plus il est grand, plus il est probable. Donc finalement, vous biaisez naturellement les choses parce que vous allez, vous, naturellement, arriver sur un intervalle trop grand. Donc finalement, on s'attend à ce que l'espérance d'attente soit strictement plus grande que 15 minutes. Si vous n'êtes pas convaincu, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous dites, voilà la grille des bus. Il y a un bus à 8h, puis à 8h01. Puis le prochain est à 9h, et ensuite 9h01. Puis après 10h, 10h01. Vous m'avez suivi? C'est pas très écu réparti, ça. Alors, si on y réfléchit bien, il y a bien 2 bus par heure. Donc, en moyenne, vous attendez 30 minutes. Cependant, si vous arrivez à un horaire, on va dire, au-delà de 2 minutes, vous êtes sûr que vous allez en moyenne attendre plutôt autour de 30 minutes que de 15 minutes. Vous êtes d'accord? Parce que finalement, atterrir entre 2 bus consécutifs à 1 minute d'intervalle, c'est peu probable. Par contre, atterrir sur le grand intervalle sera beaucoup plus probable. Donc, on est convaincu de ce biais. Ça va? On traite un exemple concret si jamais on a envie de faire un exemple avec les élèves. Un exemple plutôt simple, c'est de dire, je peux prendre une distribution simple en disant j'ai une alternance entre 2 bus, l'un qui met 20 minutes à arriver, l'autre qui met 40 minutes à arriver, donc en moyenne c'est bien 30 minutes. Vous prenez un voyageur qui lui arrive avec une loi uniforme sur l'intervalle 1,60 et vous regardez quelle est l'espérance de son temps d'attente. Alors je ne taille pas, tac, 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 je fais l'étude, et j'obtiens, alors si vos élèves savent que la somme des k premiers entiers, enfin des n premiers entiers, c'est n plus 1 sur 2, normalement, vous pouvez traiter cet exercice sans problème, et vous obtenez que le temps d'attente dans ce cas-là, c'est 16 minutes et 10 secondes. Vous allez me dire, tout ça pour ça. Finalement, on a juste attendu 1 minute et 10 secondes de plus, mais quand même, réaliser cette idée que l'espérance sera strictement plus grande que 15 minutes, c'est quand même rigolo, voire contre-intuitif, c'est pour ça qu'on parlerait de paradoxe. Alors qu'en fait, non, c'est juste un biais par la taille. Ça vous va? Allez, d'autres paradoxes de biais par la taille. Désolé, il y en a beaucoup, j'espère que si jamais vous en avez marre, arrêtez-moi. On va faire un exemple sur parcourir un graphe. En fait, ça c'est un paradoxe qui peut être rigolo, c'est vous donner un exercice simple.
à des élèves qui ont des graphes. Je ne sais pas si vous avez des élèves qui font des graphes. Peut-être en maths experte. Oui. Et vous donnez un problème très simple. Vous avez une ampoule qui clignote de 3 couleurs. Bleu, vert, rouge. Ça vous va? Elle commence bleue, et si elle est bleue, elle va aller vers soit rouge, soit vert, soit bleu. Donc elle peut reboucler en bleu, mais elle peut aller vers bleu, vers rouge. Ça va? Par contre, si elle est en rouge, elle revient en bleu, et si elle est en vert, elle revient en bleu. Donc en fait, c'est un peu le problème du pompier qui est dans sa caserne et qui a 2 endroits, par exemple 2 réacteurs nucléaires qui prennent feu régulièrement. Le pompier doit aller vite au réacteur, éteindre, revenir, puis attendre. Ah, je viens à l'autre réacteur, j'éteins, je reviens. Donc c'est un peu un marcheur qui aurait 2 positions dans lesquelles il doit intervenir et toujours revenir à la base. Ça va? Alors moi j'ai pris les ampoules comme ça, après on va pas me dire « Mais non, les pompiers ça fonctionne pas comme ça, arrête de dire n'importe quoi ». Donc là c'est neutre, c'est juste des ampoules. Ça va? Alors, première modélisation d'un élève. Je dis, je modélise les couleurs de mes ampoules, là, de mon ampoule, comme un déplacement sur un graphe. Je dis 1 c'est bleu, les 2 autres c'est vert et rouge, et finalement, 1 va pouvoir boucler, ou aller en 2 ou aller en 3, 2, lui, il est obligé de revenir, 3 est obligé de revenir. Donc on obtient ce graphe assez simple. Et là, je peux me poser la question, si je veux savoir quelle est la probabilité qu'au bout de n instants, quand je reviens, la couleur de l'ampoule c'est bleu, je peux me dire, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder tous les chemins qui commencent en 1, et je vais regarder le nombre de chemins de longueur L qui commencent en bleu et finissent en bleu, le nombre de chemins de longueur N qui commencent en bleu et arrivent en vert, nombre de chemins de longueur L qui commencent en bleu et qui arrivent en rouge. Donc en gros, ce que je dis tout simplement, c'est si je veux la probabilité qu'au bout de n instants, quand je reviens, c'est bleu, il suffit que je compte Bn et que je divise par la somme pour dire c'est nombre de cas favorables divisé par nombre de cas en tout. Ça va? Donc une étude rapide. Vous apercevez qu'en fait, Vn plus 1 c'est Bn et Rn plus 1 c'est Bn, parce que quand vous êtes en vert, vous êtes obligé d'être issu de B. Par contre, pour aller en B, vous pouviez venir de B, de R ou de V. Vous avez ces équations assez simples à résoudre. Vous obtenez une suite récurrente linéaire d'ordre 2 que vous résolvez, et après avoir résolu, vous trouvez que la probabilité de revenir et de trouver du bleu, c'est 1,5. Alors si vous n'êtes pas d'accord, vous faites les calculs, vous verrez. A priori, je ne me suis pas trompé. J'ai vérifié plusieurs fois, mais je me suis peut-être trompé parce que voilà, ça peut arriver. Deuxième approche. Quelqu'un arrive et dit, moi je ne veux pas faire le graphe déterministe, je veux plutôt faire le graphe pondéré probabiliste, comme si j'avais une chaîne de Markov, n'est-ce pas? Donc je vais dire, quand je suis en 1, j'ai 1/3 de chance de rester, 1/3 de chance d'aller en 2, 1/3 de chance d'aller en 3. Par contre, quand je suis en 2 ou en 3, j'ai une proba 1 de revenir. Ça vous va? Donc pareil, encore, on sort les équations, on sort une petite formule des probas totales, paf, paf, on obtient ça. Et ensuite, on résout. Donc ensuite, on trouve 3/5. Alors vous avez vu, on a modélisé de 2 manières différentes, puis on obtient les 2 probas vraiment pas égales. Ça va? Et là vous dites, qui a raison? Vous allez donner des points à l'approche 1 ou à l'approche 2? Ou est-ce que quelqu'un dit, non, personne n'a raison, c'est nul votre modèle? Qu'est-ce que vous en pensez? Explication. Ça va? Alors, qui a tort? L'erreur de la première approche, c'est l'approche 1 qui a tort, c'est de penser que vous êtes dans un modèle uniforme. Les trajectoires sont-elles toutes équiprobables? Parce qu'avant de faire un modèle où on dit « je fais le cardinal de cas favorable sur cardinal de cas en tout », c'est que vous supposez que vous êtes dans un modèle uniforme. Est-ce bien raisonnable? Ben là, non. Parce que, par exemple, si je prends le chemin très simple bleu, 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 et le chemin bleu vers bleu, techniquement, faire bleu, 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 c'est coûteux, parce que vous devez rester. Donc à chaque fois, vous avez 1/3 de chance de rester. Vous comprenez cette idée? Alors que quand vous faites bleu vers bleu, ok, vous avez fait un effort pour aller en vert, mais une fois que vous êtes en vert, vous avez plus d'efforts à faire pour revenir. Ce qui veut dire qu'en gros, le chemin bleu, bleu, bleu est pondéré par 1/9, alors que le chemin bleu vers bleu, c'est 1/3. Vous m'avez suivi? Pas trop? En gros, c'est juste parce que sur le graphe probabiliste, je tiens compte du réel poids des déplacements. Alors que sur le graphe
déterministe, je fais comme si tout allait bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on va dire que le plus raisonnable, c'est de penser que c'est l'approche probabiliste avec l'échelle de Markov qui est la bonne. Après, si jamais je fais l'expérience et je m'aperçois qu'effectivement c'est un uni, je me remettrai en question en me disant peut-être que finalement je me suis pas aperçu que tous les chemins étaient équiprobables. Mais en gros, l'approche du 1,5, ça serait faire l'hypothèse que tous les chemins sont équiprobables, alors que l'hypothèse qui aboutit à 3/5 serait peut-être l'hypothèse la plus naturelle que finalement vous regardez les déplacements comme étant comme chaque choix quand vous êtes à un sommet qui sont eux équiprobables. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais en gros, vous pouvez le relire dans le police, c'est pas clair, c'est très bien fait, il y a des explications. Je donne d'autres exemples qui sont exploitables pour des lycéens. Je pense notamment au duc de Toscane, qui avait son paradoxe sur je lance 3D, hein, et je regarde la somme des résultats, et lui il a dit ah ouais, j'ai l'impression que 10 est plus proche que 9, pourtant j'ai fait les calculs, c'est la même chose. Vous allez dire d'accord. Pourquoi? Parce que lui, il a dit ça. Il a dit, si je décompose 9 comme la somme de 3 entiers, et quand je décompose 10 comme la somme de 3 entiers, j'obtiens à chaque fois 6 combinaisons possibles. Donc il a dit, elles sont les plus probables. Sauf que si vous faites cet exercice avec des élèves, c'est intéressant parce que vous pouvez leur faire simuler assez facilement l'expérience, et si vous simulez suffisamment de fois, par exemple, je sais pas, au moins 1000 fois, voire 10 000, allez, parce qu'en fait l'écart entre les deux probabilités est de l'ordre de 1 centième. Donc vous allez dire, allez, je fais 10 000 expériences. Vous allez vous apercevoir qu'il y a un écart significatif entre la fréquence du 10 et la fréquence du 9. Donc ça laisse envisager qu'il y a une erreur dans ce raisonnement. Bien entendu, vous connaissez sans doute le truc, c'est encore un problème de biais par la taille, parce que vous avez fait comme si... Ah, ça ne s'allume pas. Vous avez fait comme si, par exemple, 3 plus 3 plus 3 fut autant probable que 3 plus 3 plus 4, alors qu'on sait tous que non. Alors si vous pouvez regarder, effectivement, il y a des correspondances entre si vous avez 3 nombres distincts, où il y en a 2 distincts et un double, ou un triplé. Bien sûr, le triplé est moins probable que le double, moins probable que le 3 distinct. Donc ça, c'est un truc assez simple qu'on peut faire avec les élèves, qui fait prendre conscience de cette idée de, attention, ne pas négliger l'importance d'une combinaison dans l'espace de probabilité. Ah, c'est faux. Voilà, ça résume bien ma pensée. Ah, voilà, donc j'en ai terminé avec les biais par la taille, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. On va arriver dans la zone un peu plus tendue. C'est-à-dire qu'en gros, si vous parlez de ça avec des gens, même des matheux, voilà, vous allez me dire, oui, mais les probas, c'est pas des maths. Moi, je suis pas d'accord. Même des matheux, ils vont parfois ne pas être d'accord. Et parfois même, vous pouvez vous fâcher à vie avec des gens que vous aimez pourtant. Hein. Donc évitez d'utiliser ces paradoxes-là avec des gens que vous aimez, plutôt avec des gens avec qui vous souhaitez vous fâcher. Je vais donner 2 exemples très célèbres, et je vais essayer tant bien que mal de vous donner les arguments, les clés pour essayer de convaincre votre entourage, parce qu'il faut apporter la bonne parole aux gens en disant « vous vous trompez ». Alors, les paradoxes conditionnels, on va surtout penser à Monty Hall, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu télévisé où en gros, vous aviez 3 portes. Regardez, elles sont là. Vous supposez que dans l'une de ces portes, il y a un gain, un truc qu'on veut, par exemple une voiture. Et dans les 2 autres portes, elles sont vides, d'accord? Donc vous avez un joueur qui arrive et qui choisit au hasard une porte. Bon, ok. Et il y a le présentateur, le maître du jeu, qui arrive et qui dit « Ah ah, regarde !» Et il ouvre une porte et elle est vide. Alors bien sûr, il ne va pas ouvrir celle qui a été choisie par le joueur, il ouvre une porte parmi les 2 qui n'ont pas été choisies. Il est important de comprendre que le présentateur sait où est la porte qui contient la voiture. Sans cette hypothèse, ce que je vais dire est complètement faux. Donc vous avez le présentateur qui sait où est la porte, il l'ouvre, il sait où est la voiture, donc il ouvre là où il n'y a pas la voiture, et il n'y a plus que 2 portes. Celle qui a choisi le candidat et celle qui est restée non ouverte. On lui demande, avez-vous envie de changer d'avis? Alors bien sûr, l'élève moyen, alors ça c'est l'explication, mais je pense que vous l'avez comprise, l'élève moyen, il fait l'approche suivante. On regarde la probabilité qu'il gagne s'il ne change pas d'avis. Ça vous va? L'élève moyen, il dit, ouais, on numérote les portes, bon ça va. On donne X, le numéro de la porte est dans la voiture, qui est une variable aléatoire, ça va. Et alors lui, il dit,
ouais, le joueur choisit la porte 1, parce que quitte à renuméroter les portes, je ne restreins pas l'expérience, hein, et on suppose que le maître du jeu révèle la porte 3. Donc au départ, la proba que x égale 1, c'est un tiers, et ça c'est indiscutable, mais l'élève moyen, il dit, le maître du jeu nous a apporté de l'information. Donc finalement, ce que vous allez maintenant faire, c'est une proba conditionnelle. C'est-à-dire que la probabilité de gagner conditionnellement à la porte 3 est vide. Alors l'élève moyen, il dit, eh ben voilà, formule les probas conditionnels, classique, je fais le calcul, s'il ne se trompe pas, il obtient un tiers sur 2 tiers, et il affirme un demi. Donc il dit, ça ne change rien de changer d'avis. Ok ? Approche 2. Ça, c'est un autre élève que vous aimez bien. Il dit, ouais, ben moi, je vais noter pareillement les portes. X, la variable qui contient la porte, qui est le numéro de la porte qui contient ma voiture. Mais je vais aussi noter Y, la variable qui est le choix du joueur. Okay. Finalement, il gagne, c'est seulement si X égale Y. Et il perd si X différent de Y. Bon, jusque-là, tout va bien. Ok ? Donc finalement, lui, ce qu'il dit, c'est si le joueur décide de ne pas changer d'avis, alors c'est simple. S'il avait la bonne porte au départ, changer d'avis le fait perdre. S'il avait la mauvaise porte au départ, changer d'avis le fait gagner. Donc finalement, s'il change d'avis et qu'il avait la bonne porte, il va perdre avec proba un tiers, parce que la proba initiale, c'était un tiers. Alors que si il n'a pas la bonne porte avec proba 2 tiers, changer d'avis l'assure d'avoir la bonne porte. Alors c'est dommage parce que si j'avais un tableau, j'aurais pu vous faire une sorte de dessin en disant que finalement, on regroupait les 2 états qui étaient les autres non choisis. Et que finalement, le fait que le maître du jeu révèle une porte ne changeait pas le fait que, en changeant d'avis, on allait être dans la zone avec les 2 états restants. Je ne sais pas si c'est très clair. Non, c'est pas clair. Il aurait fallu un dessin. C'est pas grave. Alors, bien sûr, vous dites, comme je vous ai intimidé en disant propageons la vérité, machin truc, vous avez envie d'être d'accord avec l'approche 2. Mais il y en a certains qui pourraient se dire, j'avoue, je ne sais pas pourquoi, parce que l'approche 1 me paraissait tout à fait correcte. Alors je vais essayer de vous convaincre, ou je vais essayer de vous donner les billes pour convaincre les autres autour de vous. Ça, bon, ça je l'ai dit, hein, n'est-ce pas ? Qui a raison ? Voilà. Alors on va changer de point de vue. C'est-à-dire qu'en gros, pour mieux comprendre une expérience, parfois, il est préférable d'essayer d'extrémiser, de rendre extrême le problème pour se convaincre que, bah oui, non, là, c'est clair que c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire extrémiser un problème ? Mais ça veut dire, on va faire un truc complètement différent. Vous jouez au loto. Ça va ? Vous savez comment on joue au loto ? Vous avez une grille, vous remplissez, aléatoirement a priori. Et vous avez une chance sur 20 millions de gagner, ça va ? Sauf que vous arrivez au bureau de tabac pour valider votre grille et vous rencontrez un ami à vous qui vous dit bon, tu dis à personne, mais en fait, le tirage a déjà eu lieu et je sais quel est le tirage gagnant. Alors bien sûr, parce qu'il il a une éthique, cette personne, il ne vous dit pas le tirage gagnant. Mais il regarde votre grille. Il la regarde, il reste impassible, il dit et il prend une nouvelle grille vierge, il remplit, et là il vous dit ah, ben, parmi les 2 là que je te donne, la tienne et celle que je viens d'écrire, il y a le bon tirage. Avez-vous intérêt à changer ? Eh bien oui, là clairement on comprend que avoir le bon tirage du début c'était une chance sur 20 millions. Donc à moins de vraiment avoir pas de chance et d'avoir eu le bon tirage du début et de changer d'avis alors qu'on avait le bon tirage, on est d'accord que changer d'avis vous fera presque sûrement gagner. Mais alors, l'hypothèse importante c'était que la personne connaissait le tirage. Tatata, titata, avez-vous intérêt, vous êtes d'accord ? Si on comprend bien, si je refais l'expérience du Montillol, sauf que cette fois-ci à grande N porte, et que le maître du jeu va révéler toutes les portes sauf 2, ça revient au problème du loto. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'on vous donne que 2 tirages et vous devez choisir le vôtre et un nouveau. Donc on comprend bien que dans Montillol, finalement, si n est grand, bon, ben, on se convainc facilement que oui, on a intérêt à changer d'avis. Alors si n égale 3, pourquoi est-ce que ça ne se conserve pas cette idée que, ah oui, a priori, on a intérêt à changer d'avis ? Et on comprend mieux ce côté, ah oui, ben oui, c'est un tiers de tiers. En fait, l'erreur, c'est de penser que quand on vous révèle une porte, on conditionne votre proba. Alors qu'en fait, le choix que vous avez fait a été fait avant de vous révéler l'information. Donc finalement, c'est pas un vrai conditionnement. Mais on va essayer de se convaincre avec d'autres exemples. On va reformuler
Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas un maître du jeu, il y a 2 joueurs. Donc ça, c'est assez rigolo. Parce que cette fois-ci, le joueur, il n'a pas d'information de la porte. Et ça, c'est toute la clé pour comprendre. Imaginez que le premier joueur choisit une porte. Le second joueur choisit une porte parmi celles qui n'ont pas été choisies. Et on regarde ensuite, parce qu'on va proposer au premier joueur de changer d'avis. Et on va lui laisser la possibilité de prendre la porte choisie par le joueur 2. Ce qui n'est pas très sympa, mais il a le droit. Ça va? La question qu'on peut se poser, c'est si aucun des joueurs ne sait où est la voiture, est-ce que le premier joueur a intérêt à changer d'avis? A priori, on peut assez facilement prouver que même si vous choisissez en deuxième, votre probabilité d'avoir la bonne porte, c'est 1/3. C'est le principe de la courte paille. Si vous tirez la courte paille, que vous piochez en premier ou en dernier, c'est toujours la même proba. Donc ici, nous sommes dans un cas où le premier joueur, même s'il commence en premier, a autant de chances de gagner que le second. Donc ici, changer de porte, changer d'avis, c'est absurde parce que toutes les portes sont équivalentes. Elles ont une chance sur 3 d'avoir la voiture. Vous comprenez? Mais on va faire un deuxième cas, où cette fois-ci, vous savez, information, que le joueur est un tricheur. Vous savez que le second joueur, il triche parce qu'il connaît le présentateur et il connaît l'emplacement de la voiture. Mais vous avez l'occasion de choisir en premier. Donc vous allez choisir en premier, et vous allez regarder ce que le joueur 2 choisit. Alors on va interdire les bluffs, c'est-à-dire que le joueur 2 ne sait pas que vous avez l'intention de changer d'avis. C'est-à-dire que lui, il joue pour gagner. C'est-à-dire qu'on suppose que s'il sait où est la porte, il va la choisir. Vous comprenez? Donc, vous choisissez, il choisit, et là vous dites, je veux sa porte. Vous comprenez que c'est le truc le plus raisonnable à faire, parce que vous savez que lui sait où est la porte. Si vous y réfléchissez, ce modèle revient au modèle du maître du jeu, parce que la porte que lui choisit, c'est la porte que le maître du jeu n'aurait pas choisie. Ça revient au même, c'est le même problème. Donc en gros, si le maître du jeu choisit une porte, vous avez tout intérêt à choisir celui qui n'a pas choisi, parce que vous savez que lui sait où est la porte. Donc en gros, dans le problème des 2 joueurs où il y a un tricheur, vous avez tout intérêt en tant que joueur 1 de choisir le choix du joueur 2. Alors bien sûr, quelle est la probabilité de gagner dans ce cas? Si vous aviez la bonne porte dès le début, le joueur 2 va choisir au hasard par dépit en se disant tant pis. Mais par contre, si vous n'avez pas la bonne porte, vous savez qu'en choisissant la porte du joueur 2, vous gagnez. Donc vous avez 2/3 de chance de gagner. Et là, on s'en convainc assez bien. Et ce modèle-là est équivalent au Montiol. Oui. Du coup, ça veut dire que le premier joueur, il a un vrai choix, le deuxième joueur, il est obligé de choisir une autre porte? Ouais, il ne peut pas choisir celle du premier joueur. Le premier, il peut revenir et choisir ouais. Juste comme ça. Ah, mais bien sûr, c'est injuste, mais c'est juste pour modéliser l'expérience du Montiol. Parce que du coup, le premier joueur, il a vraiment un choix, le deuxième, exactement. il n'a pas, et après, il peut oui, mais en fait, dans le modèle où les 2 joueurs ne savent pas où est la porte, en fait, laisser un deuxième choix au joueur 1 ne change pas les probants. Parce qu'en fait, toutes les portes sont études probables, donc même si le joueur 1 change d'avis, donc en fait, c'est pas injuste techniquement, parce qu'en proba, tout le monde a autant de chances de gagner. C'est juste que c'est injuste parce que le joueur 2 peut se sentir un peu envahi dans son intimité, parce qu'on lui arrache sa porte. C'est surtout ça veut dire que ça arrive à rien qu'il choisisse en premier ou en deuxième. Oui, mais de toute façon, c'est une expérience de pensée, on est d'accord. On ne ferait jamais ça devant les téléspectateurs, parce que tout le monde dirait mais non, je ne veux pas être le joueur 2, c'est horrible comme situation. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que si le joueur 2 sait, vous avez intérêt à jouer en fonction de ce qu'il fait. Ouais. Finalement, sur Montiol, tu pourrais faire un calcul de probabilité conditionnelle en conditionnant par l'événement. Parmi les 2 portes non choisies, il y a une porte vide. Du coup, ça marchait le calcul de probabilité conditionnelle. Alors, parmi les 2 portes non choisies, il y a une porte vide. C'est ça l'information qu'apporte le présentateur. Ça, tu sais forcément que parmi les 2 portes. C'est pour ça que c'est une information vide. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, très juste. Oui, t'apportes rien comme information. Je suis d'accord. Je le rajouterai à moi. Oui. C'est bien parce qu'il y a la même chose dans les jeux de cartes. Ouais, comment tu distribues? Si quelqu'un défausse une carte, comme il choisit la carte qu'il va défausser, en fait, ça n'apporte aucune information. Ouais. Alors que si c'est une carte qu'il est obligé de fournir parce qu'il doit fournir à la couleur, là, on peut avoir l'information avec le dessus de cases vacantes, et donc ça peut améliorer la probabilité de savoir où est la dame, le roi, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est exactement ça. Il y a plein d'exemples comme ça où tout dépend de savoir si on a l'information ou pas. C'est rigolo. Ça va? D'autres réactions? Le joueur 1 a dit quoi? Alors voilà, ça c'est la correction, mais je ne détaille pas, parce qu'on était tous d'accord, je pense. Et
Voilà. On voit bien que la grande différence entre les deux résultats, c'est que le joueur sait où est la porte. Ça va? Ok. Ainsi, le paradoxe de Montiol, on pourra répondre que le changement de porte n'influence pas. Et en fait, ce qui pourrait être intéressant, c'est si on refait l'expérience, sauf que le maître du jeu ne sait pas où est la porte, et il le dit, il dit je ne sais pas où est la porte. Mais il en révèle une quand même. Et il se trouve qu'il a de la chance, il a révélé une porte vide. Alors là, vous serez dans un cas où finalement, changer d'avis revient au même. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un cas où vous jouez avec le second joueur qui ne sait pas où est la porte, et finalement, changer d'avis, ça restera un ni. Donc ça, c'est assez rigolo de voir que finalement, toute la clé, c'est de savoir est-ce que le maître du jeu sait ce qu'il fait ou est-ce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. C'est rigolo. Parce qu'en fait, s'il ne sait pas ce qu'il fait et qu'il révèle une porte vide, c'est que vous venez d'assister à un événement. Donc vous avez une condition. Vous avez un conditionnement. Alors que si le joueur sait où est la porte, révéler la porte n'apporte pas vraiment d'aléa. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est pas aléatoire, que lui, il sait. Ah, bon, on reprend l'exemple du loto. Sauf que cette fois-ci, on va faire un exemple rigolo où, au moment de valider votre grille, vous croisez un ami encore qui lui a lui-même sa grille. Vous regardez vos grilles, elles sont différentes. Et vous dites, ah, c'est rigolo, ta grille elle est comme ça, la mienne elle est comme ça. Et il y a un troisième qui arrive et qui dit, bonjour, moi je sais qui est le résultat. Et il va regarder vos deux grilles et il va dire, oh mon Dieu, parmi les deux, il y en a un qui est gagnant. Et là, la question c'est, avez-vous intérêt à changer de grille? Eh ben non. Parce qu'ici, étant donné que celui avec qui vous jouez n'a pas d'information comme vous, vous n'avez autant de chances de gagner que l'autre. Donc techniquement, il n'y a pas de raison de changer de grille. Alors que dans le cas où c'est la personne qui vous a écrit une grille alors qu'elle savait, vous avez tout intérêt à changer. C'est rigolo. Avez-vous intérêt? Non. Ça va? Bon, je ne peux pas dépasser trop, donc je vais terminer avec le paradoxe des naissances, et après le paradoxe de Bertrand, je le laisserai au lecteur qui a envie de lire le poli. Le paradoxe de Bertrand, on connaît ça, hein, c'est la corde sur le disque, ça fait faire de la géométrie, c'est assez rigolo. On termine donc avec le paradoxe des naissances, qui est aussi un truc qui peut fâcher pas mal de gens autour de vous, c'est le problème suivant. Vous êtes invité chez des gens, très bien, et vous savez que ces gens-là ont 2 enfants, ok? Et vous sonnez à la porte. Pour l'instant, on comprend. Vous sonnez et c'est une fille qui vous ouvre la porte. Alors vous supposez que vous arrivez à estimer son âge pour être sûr que ce n'est pas la maman qui vous ouvre, mais bien un enfant. Voilà. Et vous allez vous poser la question, tiens, quelle est la probabilité que l'autre enfant soit un garçon? Alors, il y a toujours l'élève 1 qui dit les naissances sont des phénomènes indépendants. Si je modélise ça avec des Bernoulli en disant j'ai l'aîné et le puîné, je ne sais pas si ça se dit puîné, mais ça me paraissait pas mal comme terme. Donc vous avez l'aîné est un garçon ou une fille avec 0,1 et le puîné est un garçon ou une fille, ça va? Donc en gros, vous allez conditionner par rapport à qui vous ouvre la porte. Si c'est le puîné qui vous ouvre la porte, on conditionne par le puîné est une fille. Et donc la probabilité que, sachant que le puîné est une fille et l'aîné est un garçon, c'est 1,5. Parce que finalement, avoir le sexe du puîné ne vous donne pas d'influence sur l'aîné. Si par contre c'est l'aîné qui vous ouvre, et donc sachant que c'est une fille, vous allez dire que la probabilité c'est 1,5. Et donc assez facilement, vous dites, en fait, quelle que soit la situation, c'est toujours 1,5, la probabilité d'observer que l'autre enfant soit un garçon ou une fille. Ça vous va? Et là, il y en a un qui arrive et qui dit, non. En fait, moi, je le modifie autrement. Je vais dire, vous avez une famille avec 2 enfants, donc techniquement, 4 configurations possibles. Fille-fille, fille-garçon, garçon-fille, garçon-garçon. Si vous ouvrez la porte et vous voyez une fille, vous prenez votre grille et vous barrez l'éventualité garçon-garçon. Parce que finalement, l'information qu'on vous apporte en voyant une fille, vous ouvrez la porte, c'est que, clairement, il n'y a pas de garçon. Alors vous allez dire, finalement, parmi les éventualités restantes, il me reste 3 cas, et dont 2 engendreraient l'autre est un garçon. C'est ça? Donc vous allez obtenir 2 tiers. Là vous dites, ouais, je comprends bien, mais où est le problème? Paradoxe. Qui a raison? Alors, là il y a plein de problèmes en fait, dans cet énoncé. Parce qu'il y en a 2 qui ont tort. L'approche 1 a tort, et l'énoncé lui-même a tort. C'est ça qui est un peu problématique. Alors on va essayer de voir pourquoi c'est l'approche 1 qui a tort. Parce qu'en gros, l'approche 1 dit si l'aîné ouvre, si le puîné ouvre, et à chaque fois quand vous allez calculer la proba, ça va être des conditionnements différents. Alors que techniquement, quand on calcule une proba, ça doit être une proba. Elle ne doit pas être conditionnelle à 2 cas possibles. Parce que regardez, dans ces exemples, vous avez tantôt proba sachant B1 égale 2 et tantôt proba sachant B2 égale 1.
Ça, on sent qu'il y a un problème dans la définition du calcul que vous faites. Alors, si vous ne comprenez pas ce type-là, je vais vous donner un exemple beaucoup plus simple qui permet de voir pourquoi ce genre de raisonnement aboutit à des raisonnements faux. Alors, ça c'est un exemple qu'on peut donner aux élèves. Vous avez 2 joueurs qui lancent chacun une pièce. Enfin, vous avez deux personnes qui engendrent une géométrique. Ça va? Donc ils jettent une pièce et ils attendent le premier pile. Et vous allez regarder le rang du premier pile parmi les 2 successions. Donc en fait, vous regardez le minimum de 2 géométriques. Et vous demandez quelle est la loi. Alors vous regardez, vous dites raisonnement d'élève. Et j'ai eu vraiment ce raisonnement-là, donc il ne faut pas se moquer. On note xa, xb, ok. Donc on regarde le minimum des 2 variables. Ok. Comme le minimum est atteint, vu que c'est un ensemble fini, il n'y a que 2 valeurs, c'est soit x1, soit xa, soit xb. Donc si c'est xa, alors xa suit une loi géométrique. Et si c'est xb, alors x suit une loi géométrique. Donc dans tous les cas, ça suit une loi géométrique. Là, on a essayé de parlementer avec l'élève en disant non, c'est plus subtil que ça quand même. Mais vous comprenez qu'en fait, c'est exactement le même raisonnement quand on a dit si c'est l'aîné, si c'est le plus né, c'est qu'en gros, on s'est placé dans une situation comme ça où finalement on a conditionné, on a complètement négligé le fait qu'on était en train de conditionner. Je ne sais pas comment le dire. Alors, on va résoudre le problème en adoptant ce point de vue min-max. Parce qu'en fait, parler de min et de max, c'est une bonne approche du problème aussi. On va dire qu'on reprend ces variables-là et on va noter M le max et M le min. Attention, c'est pas le même M. Ça va? Et finalement, l'information une fille vous ouvre la porte doit être compris comme le max égale 1. Parce que si vous voyez une fille, ça veut dire que le max, il vaut 1, c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Et si on vous dit l'autre est un garçon, il faut comprendre petit m égale 0. Donc en gros, vous êtes en train de regarder quelle est la probabilité que le max vaille 1, sachant que le min vaut quelle est la probabilité que le min vaut 0, sachant que le max vaut 1. Et là, on peut faire le calcul. Et normalement, on s'en sort et on se retrouve avec 2 tiers. Donc en fait, en comprenant cette idée-là, avec le min et le max, on se dit, ça va, en fait, ça a l'air raisonnable. Alors vous allez dire, je suis toujours pas convaincu. Bon, ok. Je vais essayer de vous dire, en fait, le problème, c'est que vous avez calculé une proba en conditionnant un événement, ce qui n'est pas légal. On n'a pas le droit de conditionner des événements. Pour essayer de vous comprendre, les énoncés mal posés, c'est des énoncés où la question et la réponse dépendent l'un de l'autre. C'est un peu ce qu'on est en train de faire ici. Regardez ce problème. Quelle est la probabilité que quelqu'un qui répond au hasard à cette question obtienne la bonne réponse? Un quart, il y a 4 éventualités, donc oui. Un demi, un tiers ou un quart? Alors si vous répondez au hasard à cette question, a priori vous avez un quart de chance d'avoir la bonne réponse. Mais comme la bonne réponse apparaît 2 fois, en fait c'est plutôt un demi. Mais du coup si c'est un demi la bonne réponse, elle apparaît qu'une seule fois, donc c'est un quart. Vous comprenez ce paradoxe un peu idiot qu'on peut créer si la question dépend elle-même de la réponse. Donc ce genre de souci là, ça peut facilement faire apparaître des paradoxes qui en fait n'en sont pas, c'est juste un problème très mal posé. Alors, l'autre problème que je vois, c'est l'énoncé. Alors, comme j'ai envie de reprendre l'exposé qu'avait fait François Fantini l'an dernier, c'est cette idée de est-ce qu'on peut discerner ou pas les enfants? Est-ce qu'on peut les distinguer? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut dire enfant 1, enfant 2? C'est-à-dire qu'en gros, si les enfants jouent un rôle, jouent le même rôle, c'est-à-dire que vous les mettez dans une urne et vous en piochez un. Non, évitez de faire ça avec des vrais enfants. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en gros, est-ce qu'on peut distinguer les enfants? Parce que si jamais l'énoncé dit c'est l'aîné qui vous ouvre, alors vous allez distinguer les enfants, et dans ce cas, il est indiscutable que la probabilité que le puné soit un garçon est un demi. Par contre, si vous dites que l'enfant est indéterminé, c'est-à-dire que vous ne savez pas qui c'est cet enfant, vous ne regardez pas, vous dites ah, il est une fille, d'accord, mais vous ne regardez pas cet enfant, vous n'essayez pas de le déterminer. En gros, ici, vous allez retrouver ce 1 tiers, 2 tiers. Pour essayer de comprendre, je vais transformer un peu l'expérience. On dispose d'un lampadaire. Ça va? Un lampadaire, c'est une lampe qui éclaire la rue. Et il est relié à 2 interrupteurs qui sont dans des maisons. Alors, dans des maisons pour justement cacher l'information. On suppose que tous les jours, André et Brigitte ont pour mission d'appuyer sur un interrupteur qui va éclairer le lampadaire. Le lampadaire va s'allumer. Sauf que chaque jour, André et Brigitte ont une chance sur 2 d'oublier de le faire. Mais rassurez-vous, si Brigitte a oublié et qu'André n'a pas oublié, le lampadaire s'allumera quand même. Parce qu'il suffit qu'un interrupteur soit allumé pour que le lampadaire s'allume. Ok. Vous arrivez un soir. Vous avez compris le problème? Parce que je n'explique pas forcément très bien. Vous arrivez un soir, vous voyez le lampadaire allumé. Et vous vous dites, tiens, quelle est la probabilité que l'autre interrupteur
soit fermé. En fait, quelle est la probabilité qu'il n'y ait qu'un seul interrupteur activé? Quand vous y réfléchissez, voir que le lampadaire est allumé vous permet de dire qu'il y a au moins un interrupteur allumé. Donc en fait, c'est un peu comme si on vous donnait une information qui était il y a au moins une fille. Mais là, c'est beaucoup plus clair, parce que comme vous ne voyez pas ce qui se passe dans les maisons, vous ne voyez que le résultat, vous vous dites il y a au moins un interrupteur activé. Dans ce cas, quelle est la probabilité que l'autre interrupteur soit activé ou désactivé, je ne sais pas, vous avez compris la question, ça va bien être un tiers de tiers. Et on peut faire l'approche numéro 2, qui va très bien s'accorder avec ce point de vue-là. Voilà, c'était juste pour dire ce problème est équivalent aux naissances. Donc l'information, paf. Ah oui, on a dit que j'arrêtais là. Bon, je vais quand même en parler, parce que j'ai 3 minutes. Je vais en parler parce que ça, c'est un paradoxe assez méchant. Alors, encore un paradoxe conditionnel, mais je ne vous donnerai pas la solution parce que je n'aurai pas le temps. Et comme ça, vous allez ne pas réussir à dormir ce soir. Alors, vous avez 2 boîtes et une pièce équilibrée, ça va? Vous avez une personne qui génère une loi géométrique à partir de cette pièce. Donc, on a x qui est le rang du premier pile, par exemple. Ça va? Donc, vous avez grand X qui est votre nombre de piles, le nombre de fois que vous avez lancé la pièce. Et vous décidez, cette personne va mettre 10 puissance x euros dans l'une des boîtes et 10 puissance x plus 1 euro dans l'autre boîte. Ça va? Ça va? Donc si vous avez 2 piles, vous allez dire que si vous avez fait 2 lancers, vous allez prendre une boîte et vous mettez 100 euros et une autre boîte et vous mettez 1000 euros. Ça va? Un joueur arrive, il voit les 2 boîtes, il n'a pas assisté, il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il ouvre une boîte au hasard et il constate qu'il y a 10 puissance k euros. On lui pose la question. Veux-tu changer de boîte? Qu'est-ce que vous feriez? Je ne sais pas, monsieur. Qu'a-t-il intérêt à faire? Alors déjà, la question est mal posée, parce que l'intérêt ne peut être pas le même en fonction des gens. Il y en a qui veulent maximiser leur gain en espérance, et l'autre qui veut maximiser leur gain en proba. C'est-à-dire qu'en gros, je veux être sûr d'avoir la plus grande probabilité de ne pas perdre d'argent. Alors que d'autres disent, non, moi je veux qu'en moyenne, je sois millionnaire. Bon, on va voir. Quelle est la probabilité d'avoir choisi la plus grande boîte? Enfin, ou la plus petite boîte? C'est-à-dire que si vous ouvrez une boîte, quelle est la probabilité que le montant soit le plus petit? Il y a 2 boîtes. Bah, il y en a 1 sur 2. Vous dites n'importe quoi. Eh ben non. Regardez un raisonnement. Supposons que je vois qu'il y a 10 puissance k. Alors, 2 éventualités. Soit l'autre boîte contient 10 puissance k moins 1, soit l'autre boîte contient 10 puissance k plus 1. Et vous allez dire, ben, je calcule les probas conditionnels, vous êtes d'accord que finalement, x égale k est moins probable que x égale k moins 1. C'est-à-dire qu'en gros, si vous constatez une haute valeur, vous allez vous dire, le plus probable, c'est que c'est la valeur maximale. C'est la valeur maximale. Parce qu'en fait, votre géométrique, elle est de moins en moins probable quand elle prend des grandes valeurs. Donc si je fais le calcul, j'obtiens que la probabilité que ce que vous observez, c'est k, la puissance, c'est 3 sur 2 puissance k plus 1. Mais si vous faites du coup la formule, vous allez obtenir un tiers. Donc en gros, quand vous ouvrez la boîte, on peut faire le calcul, vous avez un tiers de chance d'avoir la plus grande boîte, et la plus petite boîte, et 2 tiers de chance d'avoir la plus grande. Là vous allez dire, mais non, c'était un demi, ça change rien, arrête de nous en tuer. Et bien en fait, il y a un cas qu'on n'a pas considéré, c'est le cas où vous constatez que dans votre boîte, il y a 10 euros. Ben là, vous êtes sûr que l'autre boîte a 100 euros. Par contre, si vous regardez n'importe quelle autre boîte, effectivement, ça sera un tiers de tiers. Donc ça, c'est rigolo. Donc c'est pas un paradoxe. Mais alors, si je fais le calcul, on va dire, les gens prudents, ils disent, bah, si j'ai 2 tiers de chance de perdre de l'argent, je ne change pas de boîte. Mais il y en a d'autres qui disent, moi je vais regarder en espérance qu'est-ce qui va se passer. Je vais calculer l'espérance de gain dans le cas où je change de boîte. Donc bien sûr, si je constate qu'il y a 10 euros, je vais changer de boîte. Hein, on est d'accord? Par contre, si je vois n'importe quelle autre chose, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe si je change de boîte. Alors si je change de boîte, en faisant mon petit calcul, mon espérance, elle va être 3 fois supérieure. Parce qu'en gros, même si vous avez une probabilité 1,5 d'aller à l'étape suivante, comme vous multipliez par 10 les gains, et ben en gros, vous avez une sorte de rapport de 10 tiers. 10 tiers, c'est ça. Donc en gros, il faut s'attendre à avoir un nombre plus grand que 3 qui multiplie vos gains. Ça va, vous comprenez? On peut détailler le calcul sur le poly pour vous convaincre.
Donc finalement, si je multiplie par 3 mes gains en changeant de boîte, j'ai intérêt à changer de boîte. Et si je constate qu'il y a 10 €, j'ai intérêt à changer de boîte. Mais alors, ça veut dire que j'ai intérêt à changer de boîte quoi qu'il arrive. Donc, j'ai intérêt à changer de boîte avant d'ouvrir la boîte. Et donc, je suis piégé dans une infinite loop où je vais changer constamment de boîte. Mais si je fais ça, je multiplie mes gains par 3 à chaque fois. Tout va bien. Je suis en train de devenir milliardaire, mais vous ne le voyez pas. Paradoxe. Alors, j'arrête de l'exposer ici, désolé. Si jamais vous avez envie de lire le poly qui explique ce paradoxe, en fait, c'est un paradoxe de type Saint-Pétersbourg. Je ne sais pas si vous connaissez le paradoxe Saint-Pétersbourg, mais en gros, dans des cas où votre espérance est infinie, finalement, choisir entre l'infini ou 3 fois l'infini, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc en gros, ici, on aurait plutôt tendance à dire ne changez pas de boîte, parce qu'au moins, vous maximisez la probabilité de ne pas perdre d'argent. Voilà. Mais c'est rigolo comme paradoxe. Je m'arrête là. Merci.